pour cette invitation. Donc moi je travaille sur... je travaille pas spécifiquement sur l'Europe. Je rentre dans l'Europe à travers l'État social, dont je reviendrai, qui est de mon point de vue par essence national, donc ça pose d'emblée un petit problème. Donc par État social, hein, j'entends ce qu'on appelle aussi État-providence, peu importe les termes qu'on utilise, j'entends quelque chose de large, hein, à la fois la protection sociale, mais aussi les services publics, deuxième pilier, troisième pilier, le droit du travail, puis on annexe le droit à la négociation collective, et puis quatrième pilier, qui est très important, toutes les politiques économiques, budgétaires, monétaires, industrielles, commerciales, politiques des revenus, de soutien à l'activité à l'emploi. Quand on met bout à bout ces quatre piliers, on s'aperçoit qu'on a affaire à quelque chose d'énorme. C'est une véritable révolution, en fait, qu'ont connue nos économies, nos sociétés, tout au long du XXe siècle. Il y a un âge d'or, on peut dire c'est les 30 Glorieuses, mais en fait ça remonte avant les 30 Glorieuses. L'essentiel, c'est joué à la fin du 19e. C'est là qu'on a rompu avec le néolibéralisme. Et l'État social, il existe toujours. Voilà. Alors le problème, c'est qu'on le nomme mal, souvent on le réduit à la seule protection sociale, à un domaine, quoi, important, mais un domaine. On le mesure mal, très mal. L'indicateur qu'on retient souvent, c'est la dépense publique, qui est un indicateur complètement biaisé. Voilà, puisque, je peux vous faire pour l'avenir, mais quand on dit que la dépense publique, c'est 57% du PIB, ce que la plupart des citoyens ont en tête, c'est « ah là 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 !» On prend 57% sur ce que produisent les gens du privé, qui sont les vrais productifs, plus de la moitié pour financer des fonctionnaires improductifs, c'est ça qu'ils ont en tête. Tout est faux du début jusqu'à la fin dans cette phrase. Un fonctionnaire dans tous les pays du monde, hein, ça augmente le PIB, c'est productif. C'est une règle de l'ONU, pas de l'Assemblée Générale, hein, mais d'une commission de l'ONU en charge des comptes nationaux. Comment dire, et puis surtout dans la dépense publique, en fait, il y en a à peine un quart qui sert à payer les fonctionnaires. Et cette part-là, elle n'a pas bougé depuis 40 ans. Ça représente 12% du PIB, ça n'a pas bougé depuis 40 ans. Ce qui a beaucoup augmenté, ce sont des sommes qu'on prélève, donc ça existe, mais qu'on reverse immédiatement aux ménages ou aux entreprises. Donc notamment des prestations sociales, des retraites, il y en a un certain nombre peut-être autour de la table, ça représente 360 milliards, le RSA 15 milliards, les allocations chômage, les allocations familiales, la part remboursée des médicaments, tout ça, ça fait 710 milliards. Excusez-moi, on est dans du lourd, hein. Le PIB c'est 2800 milliards, après les ordres de grandeur. Bon, voilà, il y a plein d'aides aux ménages, aux entreprises, bon voilà. Et donc le point de vue que je soutiens, c'est qu'avec l'État social, en fait, on a une véritable révolution, mais qu'il faut entendre au sens fort. Il y a peut-être, je soupçonne certains autour de la table d'avoir eu, ou d'avoir peut-être encore un engagement autour du drapeau rouge, ou du socialisme, du communisme. Je vois des têtes qui voilà, d'accord. Drapeau noir. Voilà, il peut y avoir un problème sur l'État, mais passons. Bon, bref. Le problème qu'on a, vous avez bien compris, pendant plus d'un siècle et demi, le débat principal, un peu partout dans le monde, c'était entre ceux qui croyaient au socialisme ou au communisme, peu importe les termes qu'on utilise, et ceux qui n'y croyaient pas. Bon, le problème, c'est que depuis 1989, la chute du mur de Berlin, on ne sait plus très bien, pour ceux qui défendent encore le socialisme, et je fais en partie ce que c'est. Le diagnostic des libertaires, des marxistes, des socialistes, quels qu'ils soient, qui était l'idée au XIXe siècle, on va prendre appui sur les travailleurs associés, dans les entreprises, qui vont se coopérer ensemble, qui vont virer les capitalistes parce que c'est des parasites, et on va, sur cette base-là, autogérer les entreprises, et puis sur cette base-là, reconstruire la société avec une société où il n'y aura plus d'État, plus de pouvoir. C'est ça, le dépérissement de l'État qui était commun aux libertaires et aux marxistes socialistes. Cette histoire-là, on s'est trompé. On s'est trompé. Vous avez bien compris qu'un siècle et demi après, dans des pays encore plus développés que du temps de Marx, il n'y a pas de poussée autogestionnaire. Hein. Il y a quelques entreprises où ça existe, Duralex, c'est très intéressant, les coopératives. Mais enfin, tout ça, ça représente 0,5% des emplois. Hein. On n'observe pas dans les entreprises de poussée autogestionnaire. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Par contre, il y a quelque chose que Marx n'avait pas prévu. Quand il avait dit, dans le développement même du capitalisme, il va y avoir des choses qui vont le remettre en cause, c'est que, en fait, il y a quelque chose d'important qui remet en cause le... Il y a quelque chose d'important qui remet en cause le... Les portables. Désolé. Pas de souci. Il y a quelque chose d'important qui remet en cause le pouvoir du capital. Il y a deux choses. Il y a l'État social, dont je suis en train de parler. Avec l'État social, et là on n'est pas dans l'anecdote,
ben, il y a des sphères entières d'activité qui échappent au capital. La protection sociale, les services publics, c'est 20% des emplois. Tout ça, ça n'a pas simplement une dimension antilibérale, ça a une dimension anticapitaliste. Ça a une dimension anticapitaliste. Voilà. Et c'est toujours là. Comment dire, et de ce point de vue-là, y compris pour répondre peut-être à votre remarque, je pense qu'il faut faire parfois attention à un discours sur le néolibéralisme. Bien sûr que le projet du néolibéralisme, c'est de prendre appui, par opposition au libéralisme à l'ancienne, laisser faire, etc. Dans le néolibéralisme, c'est une dimension constructiviste, dirigiste. On n'hésite pas à prendre appui sur l'intervention publique pour imposer les bonnes règles libérales. Mais enfin, ceci étant dit, attention à un certain discours critique de la part de certains qui n'ont jamais considéré que l'État pouvait être autre chose, en dernier ressort, qu'un État au service du capital, de la bourgeoisie, etc. Et pour qui le néolibéralisme, quelque part, c'est une aubaine. Ça permet d'en revenir à un vieux discours sur le thème l'État, finalement, n'est bien qu'au service du capital, etc. Moi, ce que je soutiens, c'est que le néolibéralisme, ça existe, je vais y revenir, mais attention, le néolibéralisme n'a pas tout emporté. Il n'a pas tout emporté. La protection sociale, ça existe. Les services publics, ça existe. Et ça a une dimension proprement anticapitaliste. Et c'est massif. On vit dans des économies mixtes, en fait, avec de l'initiative privée, etc., mais aussi avec de l'intervention publique qui est importante. Alors, cet État social, dans tous les pays du monde, c'est un État social national. Voilà. Ça existe dans un cadre national. En France, la dépense publique est un mauvais indicateur, ça représente 57% du PIB, même si c'est un mauvais indicateur, ça donne à voir quelque chose. On peut recourir à d'autres indicateurs. L'intervention publique, c'est 20% de la production, la moitié du revenu des ménages. Vous vous rendez compte en France? La moitié du revenu des ménages est socialisé. La moitié. Hein, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Depuis, c'est un chiffre qui est très peu connu. Il y a des libéraux qui m'adorent, je ne suis pas du tout libéral, mais ils me disent, Christophe, ton graphique où tu montres que quand on additionne les prestations sociales, la consommation de services publics, etc., eh ben c'est supérieur à la somme des salaires nets que reçoivent tous les salariés. 87% des gens qui bossent en France sont salariés. Eh bien, quand on additionne tous les salaires nets que touchent les travailleurs, c'est inférieur à tous les revenus socialisés, les retraites, etc., enfin, les consommations de services publics, etc. Voilà. Bon, donc, comment dire, voilà, donc c'est la moitié du revenu du ménage, puis c'est la moitié de la consommation, bon, j'ai pas le temps de m'étendre. Mais tout ça, c'est national. Voilà. Les dépenses publiques européennes, c'est 1% du PIB européen. Vous voyez la petite différence. Hein. Bon. Très bien. Alors, deuxième volet qui remet en cause le capitalisme, et dont Marx, il ne pouvait pas tout faire. L'objet d'étude de Marx, c'est le capital. Il avait prévu d'écrire un livre entier sur l'État et il n'a pas écrit une ligne. Il a écrit quelques petits trucs sur l'État, mais enfin bon, voilà. Le deuxième volet qui remet en cause, de mon point de vue, le pouvoir du capital, outre l'État social, c'est la démocratie. C'est le suffrage universel. Le suffrage universel, c'est le principe, une personne, une loi. Et il n'y a rien de plus radical, hein, qu'on soit... comment dire, riche ou pauvre, qu'on soit diplômé et arrogant ou sans diplôme, eh bien on compte que pour un dans l'isoloir. Il n'y a rien de plus radical qu'un isoloir. Les anarchistes ont du mal à comprendre. Hein. Il n'y a que dans la vie, en dehors de la mort et de l'isoloir, il y a peu d'endroits où on compte que pour un. Il y en a peu. Voilà. Eh bien dans l'isoloir, on ne compte que pour un. Et donc il y a une dimension extrêmement radicale. Et il y a un lien entre les deux, entre l'État social et la démocratie. La démocratie, elle se déploie que dans le cadre des États-nations. Voilà. Et avec une dimension culturelle, y compris les Belges sont bien passés pour savoir que quand on parle plusieurs langues, c'est difficile à faire vivre le pouvoir du peuple. Voilà. Donc il y a une dimension, y compris culturelle. Ça vit dans le cadre des États-nations. Je pense que la gauche doit de reprendre, comment dire, la problématique de la nation, de la patrie, dans un sens très progressiste. Il ne faut surtout pas laisser ça à l'extrême droite, sinon on est foutu. Parce que ce qui est en jeu, c'est le pouvoir du peuple, tout simplement, derrière tout ça. Bon. Donc la démocratie, elle a une dimension nationale, et il y a des auteurs ici que j'aime bien. Il y a deux auteurs, notamment Jaurès, qui avait compris ça, hein, le lien entre, d'un côté, le lien qu'il fallait faire entre la République au niveau politique et la République sociale, l'État social, et puis un autre auteur plus contemporain qui vient de sortir un bouquin, là, Marcel Gauchet, hein, qui depuis longtemps travaille là-dessus, sur le fait que la démocratie, elle a deux volets. Elle a un volet libéral, bien sûr. Pour vivre en démocratie, il faut avoir la liberté de penser, de s'exprimer, de se réunir. Mais elle a un volet non libéral. C'est le volet du suffrage universel, du fait que les citoyens, sur cette base-là, élisent des représentants qui votent la loi,
qui s'applique à tous, y compris à ceux qui ne sont pas d'accord, qui peuvent faire des manifestations, etc., mais qui ne font pas sécession. Voilà, c'est le pôle de l'État, d'accord, qui est très important. Il y a un volet républicain dans la démocratie. Et bien, c'est la même chose pour ce que je défends, c'est la même chose pour l'économie. L'économie, en fait, il y a un volet libéral, il y a un volet d'initiative privée qui est nécessaire, même s'il faut contrôler tout ça, et il y a un volet qui ne l'est pas. Le problème, c'est qu'on ne l'assume pas comme tel. Et l'Europe, dans ce cadre-là, bah, c'est comme la mondialisation. Ça s'articule à la mondialisation. C'est un moyen qu'ont trouvé le capital, le grand capital, pour parler comme d'antan, mais c'est des termes qui sont encore plus d'actualité que d'antan, si je puis dire. Quand on regarde la concentration justement du fameux capital, il y a moyen, la mondialisation et le grand capital, c'est un moyen qu'il a trouvé, la mondialisation et la construction européenne, pour soustraire au peuple la souveraineté, en sachant que le peuple, il n'est pas complètement maso, si vous voulez, de temps en temps il vote à droite, etc. Mais enfin, si vous voulez, voilà, pour défaire les institutions de l'État social avec leur dimension anticapitaliste, bah, il fallait contourner cette souveraineté du peuple. Il fallait contourner cette souveraineté du peuple, et donc bah, la mondialisation, voilà, donc moi je dis toujours que le néolibéralisme, c'est 5 volets, il y a les 4 piliers de l'État social, les 5 volets du néolibéralisme, qui mettent en jeu essentiellement le projet d'ensemble du néolibéralisme, c'est vraiment mettre en cause les 4 piliers de l'État social. Tentative de privatisation de la protection sociale, des services publics, remise en cause du droit du travail. Mais en fait, là où il a réalisé son projet, c'est sur certains volets de la politique économique. Voilà. Parce que sur la protection sociale, il y a de beaux restes, c'est le moins qu'on puisse dire. Les services publics, pareil, même s'il y a des dégradations, bien sûr. Le droit du travail, pareil. Bon, bref. Par contre, on a changé de régime sur la politique économique. Et donc, sur la politique économique, bah, c'est quoi? C'est la finance libéralisée, les différents volets du libéralisme, le libre-échange, l'austérité salariale, la contre-révolution fiscale, on fait moins payer les plus riches, les grandes entreprises qui leur appartiennent, et puis la privatisation surtout des entreprises publiques. Bon, et là, l'Europe a joué un rôle majeur. L'Europe a joué un rôle majeur, et donc ce que je soutiens, c'est que, et là je m'oppose radicalement à Thomas Piketty, Julia Cagé, etc., qui sont partisans, avec bien d'autres, d'un fédéralisme européen de gauche, qui préconise une Europe sociale. Ce que je soutiens, c'est que l'Europe sociale, c'est-à-dire entendu comme transfert, on donne à l'Europe le soin de faire ce que fait l'État social, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, et d'ailleurs quand on rentre dans le détail, ben, c'est tout bête. Thomas Piketty, par exemple, propose de passer le budget européen de 1% à 5% pour les pays qui le voudraient bien. Une mini-Europe fédérale. C'est beaucoup, de 1 à 5% déjà. On est à 57, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Mais en fait, quand vous regardez, il dit, et sur les 4% en plus de PIB, ben, en fait, on va en transférer 4 à l'Europe, d'accord, ça représente une centaine de milliards quand même, et puis l'Europe, elle retransférera la moitié aux États qui feront ce qu'ils voudront. Pourquoi? Mais parce que quand on rentre dans le concret, c'est quoi l'intervention publique? C'est les services publics. Mais les services publics, on ne va pas faire des services publics européens. On ne va pas faire des instituts, des professeurs de collège, je sais pas quoi, européens. On ne va pas faire des policiers européens. On ne va pas faire des infirmières européennes. Alors il y en a qui sont pour une armée européenne. Enfin, il y en a qui sont plus spécialistes que moi de géopolitique pour dire que ça nous conduirait sans doute à des catastrophes. CF, la parole vertueuse de la France au moment de la guerre en Irak n'aurait pas été possible dans ce cadre-là. Bon, etc. Bon, voilà. Donc, et protection sociale, même chose. On va pas faire des retraites européennes. Ça n'a pas de sens. Personne d'ailleurs le propose, en dehors de quelques illuminés. Il en faut toujours. Bon, voilà. Donc en fait, quand on rentre dans le détail, en fait, on ne peut pas transférer à l'échelle de l'Union européenne les fonctions indispensables de l'État social. Donc, est-ce qu'il faut plus d'Europe? Oui, mais il faut une autre Europe. Et l'Europe qu'il nous faut, c'est une Europe, de mon point de vue, qui doit se fixer d'abord comme objectif d'être au service des États sociaux nationaux et pas au service de leur démantèlement. Voilà, c'est ça l'enjeu, mais ça suppose de partir de notre socle le plus important, qui est le pouvoir du peuple. Et le pouvoir du peuple, au sens fort du terme, ça ne peut s'exprimer que dans un cadre national. Et j'ai tenu le timing, c'est rare.